Nous sommes le jeudi 16 octobre 2025 et vous écoutez le 5e épisode de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle série d'émissions avec le concept photographier à la manière de. Pour cette première, on va parler photographie de paysage et noir et blanc pour apprendre à photographier à la manière d'Ansel Adams. Pour l'occasion, nous recevons un photographe ami, Jean-Michel Lenoir, grand spécialiste de la photographie de paysage. Avec lui, nous allons plonger dans l'univers d'Ansel Adams et essayer de décrypter ses techniques de prise de vue qui lui permettent d'obtenir un rendu unique sur ses images. Cette émission vous est présentée par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Et c'est parti, 5e épisode de cette 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu ce matin, Benjamin? Ça tousse. Ouais, c'est pas silence ça pousse, c'est silence ça tousse. Bon, oui, ça tousse. Moi, je reviens de Bayeux. Il y avait le prix Bayeux ce week-end, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Ouais. Où j'ai pris effectivement froid, parce qu'il fait un petit peu plus froid là-haut, à tous les niveaux d'ailleurs, dans les sujets abordés aussi. Après un petit passage sur le salon de la photo, quand même, hein, tu y es allé aussi. Ouais. Donc voilà, la photo est partout, malheureusement en même temps, et cette année, encore une fois, Bayeux en même temps que le salon, il faut choisir, c'est comme ça. On a le plaisir de retrouver Jean-Michel, tu viens très régulièrement, la dernière fois que tu es venu, c'était à peu près il y a 1 an, pour cette émission au coin du feu qu'on avait fait à tes côtés. Comment vas-tu et merci d'avoir accepté de nouveau cette belle invitation. Eh bien, bonjour. Ravi à nouveau d'intervenir sur ce podcast de cœur. Grosse actu de mon côté. Ça fait déjà 1 an, c'est passé tellement vite. Il s'est passé déjà tellement de choses pendant cette année et je vais avoir le plaisir d'en parler et de continuer à parler avec passion de ce qui m'anime en photographie. Bon, super. Benjamin, je suis assez excité par cette nouvelle formule d'émission parce que si ça marche, ça nous ouvre un champ des possibles quasiment infini. Photographier à la manière de, c'est cool en fait. Écoute, oui, je l'espère aussi, d'autant que quand je vois les chiffres d'écoute sur le streaming vidéo qui sont également très élevés, je suis inquiet, parce que ça veut dire streamer à la manière de... On va refaire des émissions sur le streaming. Personnellement, je préfère à la manière de, et puis c'est intéressant de commencer par Ansel Adams, dont on a tant entendu parler, et parfois à tort, peut-être. Bon. Jean-Michel, je vais te représenter à nos auditeurs si tu le veux bien. Donc, tu es auteur-photographe spécialisé dans les images de nature et de grands espaces. Au-delà de la simple prise de vue, ton intention photographique consiste à donner à ressentir et à transmettre une émotion. C'est ce qui a guidé la conception de tes livres. Horizon, ton dernier ouvrage qui vient juste de sortir sur les paysages de mer, l'horizon, la couleur et la force de l'image, on va en parler. Évanescence qui met en lumière 10 années d'ambiance minimaliste et de paysages épurés. Élément qui plonge le lecteur dans une vision rêvée de la nature. Tu as aussi publié Les âmes sylvestres, ouvrage que tu qualifies de une rencontre entre le monde réel et celui de l'imaginaire, une expression de l'âme des forêts. Tes images sont exposées et présentées en galerie d'art en version numérotée à Paris et aux États-Unis. On les retrouve aussi en agence auprès de Nature Agency. Ce goût pour le partage et cette perpétuelle quête d'espace sauvage, aussi bien sur les plateaux de l'Aubrac que dans les tourbières écossaises, tu les assouvis en tant qu'accompagnateur de voyages photo. Tu as reçu de nombreuses et prestigieuses distinctions comme le BBC Wildlife Photographer of the Year ou le GDT European Wildlife Photographer of the Year. Tu es également ambassadeur Fujifilm depuis 2017. Est-ce qu'on est toujours bon ? Ah, c'est parfait. Il y a des progrès en anglais, Arthur, hein, je tiens à le souligner. Année après année, je te félicite. Oui. Je suis même fier de moi. On tient l'interview en anglais, là. C'est très bien résumé. Tu nous parles un peu de ton dernier ouvrage que tu as eu la bonne idée de nous amener ce matin en studio. Alors, ça fait plaisir de réentendre les mots évanescence, éléments et âme sylvestre qui ont été vraiment les pierres fondatrices pour sortir ce nouvel ouvrage, ce nouvel opus sur la photo de paysage, hein. Toujours dans cette démarche minimaliste, hein, et c'est vraiment ce vers quoi je vais.
Avec le recul, je me dis c'était quand même très osé d'aborder le sujet de l'horizon, mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est regarder vers l'horizon, c'est une manière de se projeter vers l'avenir. On a tous conscience de ce qui se passe en ce moment, des événements géopolitiques, et on a besoin de ce côté positif qui nous stimule et qui nous donne un peu envie de voir du beau. Et le beau, ça nous fait du bien, ça nous caractérise en tant qu'humains. Mais voilà, passer du temps dans la nature, se reconnecter à soi-même, être ouvert sur ce qui se passe, ressentir les éléments, le vent, le froid, la lumière, c'est mes principaux leviers. C'est ce qui me donne envie de me lever le matin, en tout cas de me lever tôt pour essayer de ressentir des choses qui me font du bien, tout simplement. Et puis là, l'ouvrage, il est superbe. On a pu le parcourir, autant le choix du papier, la restitution des couleurs. C'est assez prodigieux. Là, on parle des livres. Il y a des expos aussi. Ton avenir proche, c'est Montier. Tu peux nous en dire quelques mots rapidement? Alors là, juste après l'émission, je pars en Belgique pour le festival Nature Namur. Après, je vais avoir le festival de Pont-Saint-Martin, qui est juste dans la région nantaise, un très beau petit festival. Et puis, point d'orgue de ce cursus d'exposition, de cette série d'expositions, ça va être Montier-en-Der, avec un rendez-vous en tant qu'invité d'honneur, à côté de Kyriakos, à côté des grands noms, à côté de Mathieu Ricard, où là, je pense que ça va être tous les ingrédients sont réunis pour avoir une très très belle édition, au-delà des parrains du festival qui sont Vincent Munier et Laurent Balesta. Bon, ton nouvel ouvrage, il vient tout juste d'arriver. Comment on fait pour se le procurer? Alors le livre, il est disponible, comme il est quasiment édité en auto-édition. Je suis passé par un éditeur qui s'appelle Spot Édition pour gérer toute l'interface technique et puis aussi pour pouvoir partager et avancer de manière un petit peu différente. Je voulais en faire un objet légèrement différent de éléments et en tout cas ne pas répéter certaines petites erreurs qui sont peut-être pas perceptibles pour le commun des mortels, mais qui pour moi étaient des éléments un petit peu limitants. Et j'ai voulu en faire un très bel objet avec surtout une restitution des couleurs, un choix papier qui se rapproche vraiment au plus près des tirages qu'on peut les voir quand on va à une exposition. Donc le choix de papier ultra mat, donc du papier coton qui donne ce côté très velouté qui porte les images. Alors, quand on décide d'éditer un livre, on passe sur un univers, un espace couleur complètement différent, des techniques d'impression différentes. Donc, il y a toujours des concessions à faire. Mais là, on a mis, on va dire, le plus d'ingrédients possible de notre côté pour essayer de s'approcher au plus juste de notre objectif de qualité et d'immersion, d'expérience pour le lecteur. Et on salue Alain Escourbiac, à qui tu as confié l'impression de ce bouquin une nouvelle fois. Alors, le livre a été imprimé. Parfois Oui, le livre a été confié aux imprimeries Escourbiac. Un gros travail en amont a été fait sur la préparation des fichiers, justement, pour être au plus proche du rendu couleur. Et le rendu, je pense que c'est le public qui le dira, mais pour l'instant, les retours sont vraiment extrêmement positifs. Bon, c'est super, ça donne hyper envie, mais tu nous as pas dit où on pouvait le trouver. Eh bien, sur mon site, jeanmichellenoir.com. Parfait. Il y en aura peut-être à Montier aussi. Il y en aura à Montier sur tous les festivals. Avec la signature. Avec la signature. Et peut-être un petit tirage en plus. Allez, c'est bon. Bon, c'est parfait. Allez, on attaque notre émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance 2 nouvelles optiques pour ses hybrides DX. DxO lance une hotline réservée aux professionnels. Et Baptiste nous partage le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon annonce 2 nouvelles optiques Nikkor pour ses hybrides APS-C en monture Z. Il s'agit d'un zoom transstandard 16-50 mm, équivalent donc à un 24-75 mm et d'une focale fixe de 17 mm macro, équivalente à un 25,5 mm. Le nouveau Nikkor ZDX S50 f2.8 VR offre donc une ouverture constante maximale lumineuse f2.8 et intègre une stabilisation optique VR qui peut compenser jusqu'à 5 IL avec la stabilisation capteur embarqué dans les boîtiers. C'est le premier zoom f2.8 constant en format DX de Nikon. Il exploite une motorisation autofocus pensée pour un usage vidéo qui est annoncée comme rapide et silencieuse avec une prise en compte du phénomène de focus breathing.
Il offre de courtes distances minimales de mise au point avec 15 cm en grand angle et 25 cm au 50 mm. L'objectif est particulièrement léger avec 330 grammes sur la balance. Il est protégé contre les intrusions d'eau et de poussière. Le nouveau Nikkor ZDX MC 35 mm f1.7, pour sa part, offre un rapport de grossissement de 0,67 fois, équivalent au rapport 1:1 sur une base full frame, avec une distance minimale de mise au point de 16 cm. Il exploite aussi une motorisation autofocus pensée pour un usage vidéo, annoncée comme rapide, silencieuse, avec la prise en compte du focus breathing. Il pèse 220 grammes et est protégé lui aussi contre les intrusions d'eau et de poussière. Le nouveau Nikkor ZDX 50 mm f2.8 VR sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 899 €. Et le Nikkor ZDX MC 35 mm f1.7 sera pour sa part proposé au prix de 449 € et sera lui aussi disponible à la fin du mois. DxO lance un nouveau service de support premium pour les utilisateurs de logiciels de post-production photo de l'éditeur français. Ce service offre un accès prioritaire aux experts DxO 24 heures sur 24 et 365 jours par an pour les photographes qui ont besoin d'aide au niveau de l'installation, la configuration ou l'usage des produits DxO. Il ne s'agit pas d'une hotline avec une assistance au téléphone, mais un service de support écrit avec un système de tickets traités en priorité pour les abonnés. L'accès à ce support est payant et proposé au prix de 30 € pour 3 mois, 50 € pour 6 mois et 90 € pour 1 an. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine. Et il revient sur le nouveau 85 mm f1.4 série L de Canon. Alors Canon a toujours su nous impressionner par la largeur de sa gamme optique. Ça fait partie des grandes forces de Canon et c'est avec un grand plaisir qu'on a pu accueillir en septembre le nouveau petit bijou de la gamme avec le RF 85-1.4 LVCM. Je reviendrai dessus, mais il y a toute une série d'optiques LVCM qui est vraiment magnifique. Donc le 85-1.4, c'est l'optique portrait par excellence, bien entendu, puisqu'elle couvre à la fois la focale la plus appréciée et avec une ouverture qui va permettre de faire des superbes bokeh, du flou d'arrière-plan, des belles choses, ce qu'on veut en portrait. Par contre, il y a une chose qui change complètement avec ce qu'on a connu par le passé, c'est que l'entrée dans l'univers hybride est un avantage incontestable quand on parle d'optique portrait, d'univers portrait, puisque l'optique est nettement plus légère que ses ancêtres. Et on va se retrouver avec un ensemble, elle pèse 636 grammes contre 950 pour la version réflexe. Donc on va se retrouver avec un ensemble boîtier plus optique qui va faire entre 1,2 kg et 1,5 kg contre un ensemble qui faisait avant plus de 2 kg. Et ça change tout. Puisque quand on a besoin d'être mobile, le photographe en portrait, il est en permanence en train de tourner, de rôder autour de son modèle. Et là, quand on se retrouve avec 1 kg de moins dans les mains, ça change tout parce que souvent, on va passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures avec son appareil en main et le poids de l'équipement, ça devient un sujet crucial. Chose qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est l'AF qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant et l'incorporation de la technologie VCM, c'est une technologie qui utilise un champ magnétique, va permettre d'être plus fluide et plus silencieux. Alors c'est à la fois bien en photo, mais c'est aussi très précieux en vidéo, ce qu'on utilise de plus en plus, alors même si on ne va pas parler de portrait, mais en tout cas sur les mêmes types de scènes. L'optique, évidemment, elle est équipée d'une bague de réglage, d'une touche de fonction, qui sont toutes les deux personnalisables. Mais j'aurais tendance à dire que dans ces gammes-là, c'est incontournable et toutes les équipes sont équipées. Mais là, on a vraiment un bijou très fluide, très silencieux, très léger, très efficace. Et on avait, donc, comme je disais tout à l'heure, une large gamme d'optiques f1.4, tout avec cette technologie VCM, avec un 20 mm, un 24 mm, un 35, un 50. On peut dire avec le 85 qu'on a fait la quadrature du cercle, puisque Canon nous a pas beaucoup habitués à sortir des optiques à plus de 100 mm en ouverture 1.4. Alors, évidemment, cette excellence, elle a un prix, puisqu'on est avec une optique qui est proposée à 1 749 € TTC. Mais ça n'a rien d'inhabituel sur des optiques 85 1.4 de marque premium. On va dire que c'est la zone de prix habituelle. Donc, on a un beau bijou qui va faire très, très plaisir à tous nos amis photographes qui font de la photo de portrait notamment. Le Canon RF 85 mm f1.4 L VCM est proposé au prix de 1 750 €.
Voilà pour l'actualité cette semaine. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir arriver ces optiques un peu lumineuses, un peu haut de gamme en DX chez Nikon. Ça laisserait presque supposer un potentiel boîtier un peu plus haut de gamme qui pourrait arriver prochainement, non? Bah, ça pourrait ça, seuls Nikon et leurs équipes le savent, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a parlé avec Damien Barnal lors de notre émission consacrée un petit peu au marché de la photo et surtout lors de nos prédictions qui valent ce qu'elles valent, hein. Mais il y a de la place. Il y a la place pour un D500 Like version hybride. Et donc oui, je te rejoins, c'est une bonne nouvelle de voir arriver des optiques DX parce que pour l'instant, c'est pas le Z30 ou le ZFC qui vont ravir les photographes qui souhaitent un boîtier APS-C, disons, haut de gamme, si on peut le qualifier comme ça. Alors, parmi les autres actualités de la semaine dont j'ai pas parlé, il y a un truc qui devrait te faire plaisir, Benjamin, puisque Ouais, figure-toi que Realme, constructeur de smartphones Je sais où tu vas. chinois, J'ai vu passer ça. vient d'annoncer un partenariat long terme avec Ricoh GR. Alors, c'est pas simplement une espèce de partenariat marketing. A priori, ils travaillent dessus depuis 4 ans. Le premier modèle qui sera concerné, ce sera le GT8 Pro, qui va donc reprendre, Benjamin, accroche-toi, la science des couleurs, les styles d'image, les menus d'un Ricoh GR, et donc un smartphone avec une vocation photographique orientée vers la street photo. Ok, donc moi, ça me fait ni chaud ni froid pour le coup. Oh. Mais je t'explique pourquoi. Parce que pour moi, tout le sel du Ricoh GR, c'est ses imperfections. C'est-à-dire, c'est son minimalisme. Mais Donc, il sera peut-être très imparfait, ce smartphone, hein. oui, mais donc, c'est son ergonomie. Or, l'ergonomie d'un smartphone jusqu'à présent n'incite pas forcément à l'utiliser comme on utiliserait un appareil photo. Alors après, je sais que ça, c'est vraiment un discours de vieux con que j'assume totalement. mais ce qui fait le succès, je pense, des GR, c'est typiquement cette approche-là. Donc après, bon, qu'on puisse retrouver un petit peu une colorimétrie, etc., dans un smartphone, ok, pour moi, c'est pas du tout le point fort des GR, la colorimétrie. Mais alors, pas du tout. C'est le mode snap qui permet de s'affranchir de l'autofocus. Et c'est cette discrétion et surtout ce capteur APS-C que tu as dans la poche avec un petit 28 ou un petit 40 mm. Jean-Michel, c'est quoi ton appareil photo de poche? J'imagine que c'est pas un GFX, c'est plutôt smartphone ou t'as un Ouais, c'est mon compact expert? téléphone. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. C'est le compagnon complémentaire pour alimenter les réseaux, pour garder les souvenirs. Souvent, je fais plus pour de la vidéo, pour mémoriser un instant, Ouais, l'ambiance. c'est un bloc-notes. C'est un bloc-notes, c'est Bien ça. sûr. Non, mais il faut être réaliste, hein. Même je parlais de l'introduction à l'Académie des Beaux-Arts de Françoise Huguillet la semaine dernière. Tous les gens dans l'assemblée, y compris un certain Artus Bertrand, ont immortalisé la scène au smartphone. Voilà, il faut être réaliste. J'étais un des seuls à avoir un vrai boîtier. On était peut-être 5 dans la salle, donc faut être lucide là-dessus. Ouais, il y a encore pas longtemps, quand j'étais en voyage photo, j'ai un des voyageurs qui m'a pris en photo et on me voit avec le smartphone et il me met en sous-titre la légende, c'est marqué « C'est bien la peine de shooter en 100 millions de pixels pour utiliser ton téléphone ». Ça, c'est bien fait. Mais en fait, c'est complémentaire. Bon, c'est à la fois une blague, je le remercie, il se reconnaîtra, mais c'est un joli joke, mais la réalité, c'est aussi que le smartphone, c'est un bloc-notes. Bien sûr. Bon, toujours dans les constructeurs chinois, on abandonne un peu le monde du smartphone pour revenir dans le monde de l'optique. TT Artisan comble un trou dans la raquette puisqu'il vient d'annoncer un objectif à bascule et décentrement, un 17 mm f4 qui rappellera à certains quelque chose, conçu pour les hybrides et qui sera décliné dans la majorité des montures proposées au prix de $509. Ça, c'est chouette. Ouais. 17 f4, il y en avait un chez Canon, je crois. Exactement. C'est ça, en monture L, si je ne m'abuse. Mais du coup, on est sur des mises au point manuelles, évidemment. Ah bah oui, non, bien sûr. Rappelons-le peut-être au passage. On est sur ce genre de choses. Benjamin, donc tu es allé à Bayeux, comme tu nous l'as dit, ce week-end. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as pu y voir? Oui, Bayeux, on voit beaucoup de choses pour la simple et bonne raison que Bayeux, ce sont des expos gratuites, hein, comme Visa à Perpignan. Alors, attention quand même, on n'est pas sur un festival feel good, hein. On part de foot animalière à Montier-en-Der, c'est pas toujours d'ailleurs feel good non plus, hein. Parfois, on dénonce aussi ce qui peut se passer sur le plan environnemental notamment. Là, c'est le prix Bayeux des correspondants de guerre, donc c'est des sujets particulièrement difficiles, dont le prix photo, le prix Nikon, qui a été attribué à Saher Algora, c'est un photographe palestinien.
auteur d'un sujet qui s'intitule Trapped in Gaza Between Fire and Famine. C'est une série qui est évidemment très très difficile à regarder, mais qui est très forte aussi graphiquement, donc qui interpelle et qui rappelle l'enfer vécu par les populations locales ces dernières semaines, ces derniers mois dans la bande de Gaza, alors que cette semaine, un cessez-le-feu a été décrété en amorce des accords de paix initiés, entre autres par les États-Unis. Donc, tout ça, vous pouvez le voir en ce moment à Bayeux jusqu'au 9 novembre. Il y a aussi une magnifique exposition. Je dis magnifique, elle est magnifique esthétiquement. Elle est tout aussi dure. Faut être armé quand on va à Bayeux, hein, psychologiquement. Il faut être dans de bonnes dispositions, j'insiste. Surtout que c'est vraiment accessible parfois dans la rue. C'est le cas donc de cette expo de Édouard Elias en noir et blanc. Des clichés panoramiques, à la fois horizontaux, verticaux, magnifique. Édouard Elias s'est rendu en Syrie à la suite de la destitution de Bachar al-Assad, de la chute du régime. Ça faisait 13 ans qu'il n'y était pas retourné. C'est lui qui avait été détenu avec d'autres journalistes français il y a 13 ans par Daesh dans ce pays-là. Donc la série, évidemment, a une résonance particulièrement forte aussi sur le plan personnel pour lui. Et puis, il est question d'autres conflits oubliés, que ce soit en République démocratique du Congo, au Soudan, au Yémen. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont hors champ, hors du champ médiatique la plupart du temps, mais qui sont nécessaires de voir parce qu'il y a toujours énormément de pédagogie. Donc, c'est vraiment un moment important, un temps fort de l'année. Et je redis à nouveau, je le regrette, je crois que je ne suis pas le seul, c'est vraiment dommage qu'il y ait cette concordance des temps entre le salon de la photo à Paris et Bayeux simultanément. Ça oblige à faire parfois un choix pour ceux qui aimeraient assister aux deux événements. Bon, voilà pour le Flash Actu cette semaine. On passe à la suite et Benjamin, c'est naturellement le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Et aujourd'hui, tu reviens sur la biographie consacrée au photographe Joseph Koudelka, un document rare et particulièrement riche. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Rédiger un portrait intimiste de Joseph Koudelka. Un pari fou, tant le photographe s'est forgé une réputation d'homme secret et taiseux, refusant toute sollicitation, à tel point qu'il se surnomme lui-même, non sans ironie, Mister No. Pourtant, lorsque l'agence Magnum, dont il est membre, suggère à l'intéressé et à Melissa Harris, rédactrice en chef du magazine Aperture, l'idée d'une biographie, en 2012, Koudelka dit oui. C'est dire le caractère unique de cet ouvrage, paru fin 2024, qui retrace tout le parcours de l'auteur de livres cultes tels Gitan, Ruine ou Exil, qui fut aussi le témoin en première ligne du printemps de Prague. Ces 352 pages sont le fruit de plus de 9 ans d'échanges entre le photographe et l'auteur. Melissa Harris a mené un véritable travail d'investigation en allant à la rencontre de tous les protagonistes encore en vie qui ont, à différents degrés, compté dans le parcours hors norme de cet homme errant, aux lunettes et à la barbe hirsute, inséparable de ses appareils photo et de son sac de couchage. Une vie placée sous le joug de l'occupation dès son enfance, sur les hauts plateaux de Bohème-Moravie, à l'est de la République tchèque, où il est né en 1938, qui bascule sous protectorat allemand dès le mois de mars l'année suivante. La famille Koudelka se voit alors obligée d'accueillir des soldats de passage. Le photographe garde en mémoire la méfiance de la population locale à l'égard des Roms à cette époque, une communauté qui va faire l'objet d'un des travaux les plus importants de sa carrière, édité par son ami Robert Delpire en 1975, sous le titre « Gitan, la fin du voyage ». Ni documentariste, ni ethnologue, il est simplement curieux de témoigner du mode de vie de ces gens menacés d'assimilation en République tchèque. Passionné d'aviation, il suit une carrière d'ingénieur aéronautique jusqu'en 1967. Il craint d'avoir fait le tour de la question et se tourne vers la photographie à plein temps. Il peaufine ses techniques de prise de vue dans l'univers du théâtre. Le printemps de Prague, survenu 1 an après, constitue un tournant. Il documente l'entrée des chars soviétiques dans la ville dans la nuit du 20 au 21 août et les jours suivants, n'hésitant pas à grimper sur les blindés pour photographier
se réfugiant dans les boutiques pour échapper aux soldats qui veulent récupérer les pellicules. Parmi ces images les plus marquantes, celle de la place Venceslas totalement vide, alors qu'une montre affiche l'heure sur un bras tendu au premier plan. Ces photos sont publiées clandestinement dans le Sunday Times un an plus tard, alors qu'il se trouve en Angleterre, mais à la place de son nom figure la mention PP pour Prague Photographer, afin d'éviter toute représaille pour lui et sa famille. Son reportage anonyme, édité par un certain Elliot Erwitt et diffusé par l'agence Magnum, dont il n'est pas encore membre, lui vaut l'obtention de la médaille d'or Robert Capa outre-Atlantique. Il intègre la prestigieuse agence en 1974 en tant que membre permanent, sans avoir à montrer de portfolio. Qualifié d'obsessionnel, il cultive un goût pour la répétition. Il retourne aux mêmes endroits, observer le passage du temps, dans l'espoir aussi de refaire la même image, mais en mieux. Il s'interroge sur l'emprise et l'empreinte de l'homme sur le paysage, s'évertuant à révéler la beauté dans les compositions les plus tragiques. Plus tard, il délaisse les sujets humains et il s'intéresse à la terre, à la pierre, au découpage des territoires. Son amitié avec Cartier-Bresson est largement évoquée. Il partageait une passion commune pour la géométrie et la peinture. Pour lui, le mot foyer a toujours été synonyme d'exil. Lorsqu'il quitte la Tchécoslovaquie pour aller photographier les Roms en Camargue en 1970, il prend une paire de lunettes de rechange, un sac de couchage, ses 2 appareils Exacta et un maximum de pellicules ainsi qu'un billet retour. Il ne revoit ses parents à Paris qu'en 1977 et il ne retourne à Prague que 20 ans plus tard, enfin libre. Le livre s'appelle Next. C'est un peu original comme titre. Il y a une raison? Ouais, ils auraient pu l'appeler Mystère, par exemple, mais Next, oui, Next, pourquoi? Parce que Joseph Koudelka, a priori, donc les gens qui le connaissaient bien, alors il est toujours vivant, hein, Joseph Koudelka, il est âgé de 87 ans, mais les gens qui le connaissaient bien, on va dire au pic de sa carrière et de ses projets, regardaient toujours de l'avant. Autant il travaillait sur des sujets parfois le passé, les ruines de l'Antiquité ou les origines du peuple de la communauté Rome, mais dès qu'il finissait un sujet, il disait Next. En gros, il balayait et il passait au suivant. Donc, cette espèce d'appétit permanent qu'il avait, il était assez connu pour ça. Alors, j'en parle que maintenant de cette biographie. Elle est sortie il y a un an à peu près. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à la lire au printemps. Et c'est pas un livre photo traditionnel au sens traditionnel du terme. C'est plus du texte, une vraie biographie. Il y a beaucoup d'images aussi. Il y a la plupart des images du Koudelka, mais que là, on va voir en petit. C'est pas la meilleure façon de les apprécier, mais ça permet de situer un peu les choses. Et surtout, on voit beaucoup d'images d'archives, notamment de lui, qui faisait beaucoup d'autoportraits, justement, des endroits où il dormait avec son sac de couchage. Il était connu pour être un petit peu un vagabond. Il laissait même un sac de couchage dans les locaux de Magnum à Paris, parce que il vivait rarement plus de 3 mois au même endroit, comme il a vécu en exil pendant toutes ces années. Comme je le soulignais, sa couverture du Printemps de Prague a fait grand bruit après à Prague quand elle a été diffusée à l'ouest, puisqu'on est en pleine guerre froide à l'époque, ce qui fait que c'était risqué pour lui de retourner chez lui et pour sa famille. Donc il a attendu la chute du mur pour y retourner 20 ans après. Et juste un mot aussi sur quand même Gitan, hein, qui est considéré comme un classique dans l'histoire des livres photos. C'était une mise en page hyper audacieuse à l'époque, avec Robert Delpire, notamment des prises de vue horizontales qui sont présentées à la verticale, avec des pages blanches en regard. Donc c'est un modèle vraiment de mise en page et de mise en avant d'une série. Et petit point de vue geek, petit précision geek, il photographiait les ROM au 25 mm avec une optique Zeiss Flectogon, alors que d'habitude il était au 35 mm, et il explique que le grand angle a changé l'approche de sa vision, sa perception même de la photo. Il recadrait même lui avant déjà des clichés pris au Rolleiflex petit à petit, ce qui l'a amené au format panoramique, qui a été assez identitaire de son travail un peu plus tard. Et enfin, clin d'œil avec notre émission du jour, l'auteur, Melissa Harris, est donc, à l'époque où elle commence à rédiger la biographie, rédactrice en chef d'Aperture, une revue qui a été créée entre autres par Ansel Adams. Voilà. Ouais, ça c'est pour le petit clin d'œil historique. Jean-Michel, tu connais un peu le travail de Koudelka. Est-ce que toi aussi, tu es dans la philosophie du Next? Alors, je ne le connais pas du tout. Je connais bien Elliot Erwitt pour avoir vu son exposition l'année dernière qui était absolument fabuleuse.
Mais en fait, oui, et je pense que quand on essaie de suivre une trajectoire, on est toujours dans le projet d'après. Et on va dire, j'ai 2 autres projets qui sont dans la continuité des précédents. Mais en fait, quand on est sur le terrain et qu'on travaille sur un sujet, on voit des choses et on se dit, ah tiens, peut-être que je pourrais aussi aborder ce sujet de manière un peu différente. Et c'est le début d'une série complémentaire qui s'alimente, qui s'enrichit au fil du temps. Et puis à un moment donné, on s'arrête, on se retourne, on fait un pas de côté, et là on se dit, ouais, je crois que j'ai quand même suffisamment d'images, on pourrait montrer ça, on pourrait partager ce regard-là. Je suis plutôt dans la continuité, mais toujours en essayant d'avoir quelque chose de plus à chaque fois, d'affiner le regard, travailler un peu plus sur la composition, sur les couleurs. Et en fait, aujourd'hui, on a plusieurs moyens de montrer son travail. On a évidemment la rematérialisation, qui est le stade pour moi ultime en photographie. Et c'est choisir un beau papier pour faire un tirage, et donc peut-être une série, une exposition, et en complément, choisir de rematérialiser sur un livre, hein, sur un support qui va raconter une autre histoire qu'une exposition, et qui est complètement complémentaire. C'est pour ça que je trouve que quand on sort une série, c'est bien aussi de raconter une histoire au travers d'un livre, où on va pouvoir ajouter des textes, on va pouvoir créer des respirations, des réflexions. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur l'image. On a le choix d'avoir une manière de présenter par la maquette. Alors, c'est jamais évident d'être toujours créatif, de renouveler une présentation, mais il faut à la fois être dans la continuité, de ne pas altérer l'histoire qu'on veut raconter, mais il faut aussi la rythmer. Il faut aussi penser qu'un livre, c'est un objet qui peut-être va passer du temps sur une table basse, qui va être présenté pour ses amis quand ils sont présents. Et c'est quelque chose qui doit faire envie, qui doit donner envie de tourner les pages, d'avancer, de reculer, de contempler. Et aujourd'hui, on a beaucoup de solutions à ce niveau-là. Et j'ajouterai une dernière anecdote pour terminer, pour faire un autre petit pont. Koudelka, il en a été question cette année. J'étais à Prague au moment du lancement du JFX sans RF. Et donc, c'est la patrie de Koudelka, c'est connu pour ça. Sur le RX sans RF, il y a des modes panoramiques auxquels on peut accéder directement via une molette. Donc, moi, j'avais le secret espoir de pouvoir le rencontrer. Apparemment, ça aurait même pu se faire. Bon, il a un certain âge maintenant. Mais pour la petite histoire, on a pu voir sur place certaines de ses archives, argentiques, en cours de numérisation avec les systèmes GFX. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours entre Magnum et Fujifilm, et qui est quelque chose de chouette aussi pour pérenniser les œuvres. Là, on parle de matérialité, et pourquoi pas envisager plus tard de les reproduire, mais au moins de les sécuriser, de les archiver. Donc ça, c'est important aussi. Bon. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une pause, une petite respiration, et on revient dans quelques secondes pour cette grande discussion, cette grande masterclass avec toi, Jean-Michel, autour du travail d'Ansel Adams, et on l'espère, des recettes pour pouvoir réussir à imiter et non pas copier son style unique. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Passionné de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Jean-Michel Lenoir pour apprendre à photographier à la manière d'Ansel Adams. Alors pour commencer, on va s'intéresser au personnage Ansel Adams, photographe américain du début du XXe siècle. Il est né le 20 février 1902 à San Francisco et est décédé en 1984.
Il a marqué l'histoire de la photographie, notamment avec ses paysages des grands parcs de l'Ouest américain et de son approche minutieuse de la technique dans la réalisation de ses prises de vue. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Jean-Christophe Béchet. Il nous parle d'Ansel Adams et de son influence. Oui, disons qu'Ansel Adams, c'est un peu la grande figure de la photographie de paysage américaine à la chambre, et en noir et blanc, et aussi au Polaroid, parce qu'il a aussi beaucoup travaillé avec les films Polaroid. Donc, c'est vrai que Ansel Adams, il faut le remettre dans le contexte des pionniers de la photographie, au moment où la photographie veut s'émanciper un peu de la peinture, veut s'émanciper de ce courant qu'on a appelé pictorialiste aussi, qui voulait un peu imiter la peinture avec des effets vaporeux ou des images romantiques. Et lui, il va développer un peu l'idée d'une spécificité de la photographie. Et il va être très proche du groupe F64, qui, comme son nom l'indique, pour ceux qui connaissent un peu la technique, veut dire qu'on utilise une toute petite ouverture pour avoir une très grande profondeur de champ, donc des images très nettes, très précises, qui font un peu justement la spécificité de l'art photographique au début du XXe siècle. Donc son idée, c'était de trouver entre guillemets, une valeur moyenne d'exposition, une zone 5, donc en quelque sorte une zone intermédiaire dans la densité et le contraste, et développer le film en fonction de sa prise de vue, en jouant sur des paramètres de développement pour arriver à un négatif qui restitue toutes les nuances de sa photo. Donc ça s'adaptait vraiment uniquement presque au paysage ou à la nature morte, quand on contrôle vraiment beaucoup de choses, et aussi la photo à la chambre, parce qu'en fait, il fallait quand même développer chaque photo individuellement, un peu différemment. L'idée, c'était d'arriver à avoir un négatif le plus riche en détails possible, et au final, le plus facile à tirer. C'est un peu ce que font tous les appareils automatiquement, d'une certaine façon, hein. Mais en fait, lui, il a vraiment développé de façon extrêmement précise, en allant assez loin aussi dans la recherche de la chimie. Et ça a séduit beaucoup de monde parce que c'était une recette assez précise à un moment où tout le monde avait besoin de recettes de cuisine pour, entre guillemets, ne plus gaspiller du papier, ne plus avoir des images décentes techniquement, quoi. Donc il a été un peu un promoteur de cette approche technique de la photo, qui avait l'avantage de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de permettre une maîtrise complète, qui avait un peu l'inconvénient de faire perdre une forme de spontanéité. Et on peut trouver effectivement que ces photos sont avant tout des images assez académiques, assez classiques, avec des images qui se jouent plus sur la qualité technique que sur, entre guillemets, l'originalité esthétique. En plus, il s'est vraiment focalisé sur le paysage américain, sur les grands parcs, notamment Yosemite et Yellowstone. Et donc, il a rendu ces parcs très, entre guillemets, célèbres dans l'histoire de la photo, avec des vues qui sont devenues un peu des icônes. Et comme c'est des lieux aussi emblématiques, ces photos emblématiques de lieux emblématiques, sont devenues un peu à la fois des images qu'on admire, et à la fois des images peut-être qu'il faut éviter pour ne pas être juste dans une photographie un petit peu trop répétitive et simplement réussie sur le plan technique. Bon, il dit un max de trucs, hein, Jean-Christophe, dans son témoignage. On va revenir sur beaucoup des sujets abordés. Mais pour commencer, est-ce que vous connaissiez cette histoire de groupe F64 ? Oui, mais moi je triche parce que j'ai un peu baigné dans pas mal d'ouvrages. Vous l'aurez compris depuis que vous écoutez ce podcast, et notamment celui de Jean-Christophe Béchet qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Influence, aux éditions de La Martinière, dans lequel il évoque de nombreuses personnes, de nombreux photographes qui l'ont influencé, lui, dans sa manière d'envisager la prise de vue. Ansel Adams en fait partie, et il est fait mention de ce fameux groupe F64, mais après, c'est pas non plus quelque chose qui est, on va dire, ultra connu quand on s'intéresse à l'histoire de la photographie, alors que c'est un courant qui mérite d'être évoqué. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à travers le travail d'Ansel Adams, qui est, comme Jean-Christophe le décrit, un petit peu académique, mais qui est en fait bien plus que ça quand même. On va le voir.
T'aurais fait partie, toi, de ce groupe F64 si tu vivais à l'époque d'Ansel Adams? Alors le groupe, enfin le nom me rappelle évoque quelques éléments, mais décrire très précisément pas trop. Mais je pense que c'était un groupe un peu de personnes qui partageaient cette même vision un peu académique et technique de la Geek, photographie. quoi, hein, on va pas se mentir. Oui, parce que ça faisait référence à l'ouverture Ouais. sur une chambre photographique. Hein, c'est C'est ça, ça, hein. Tout Ouais, à fait, c'était- tout à fait. donc oui, c'est un truc de geek à la base. Enfin, un truc de photographe, quoi. Est-ce que Ansel Adams, c'est un maître pour toi? Est-ce que ça a été une source d'inspiration? Alors, pour aller au-delà de la vision purement académique, moi, ce que je retiens d'Ansel Adams, et ce qui m'a sûrement aidé à m'inspirer, en tout cas à essayer de trouver une voie plus personnelle, hein, c'était sa maîtrise de la lumière. Alors lui, la voyait, et je pense on parle beaucoup de la technique d'Ansel Adams, du zone system, mais au-delà de ça, c'était quelqu'un qui savait voir, hein. Tu viens de dire un gros mot, on va y revenir hein, sur le zone system. Tout le monde ne comprend pas forcément ce que c'est. Et justement, la démarche première en photographie de nature et principalement en paysage, c'est savoir observer, savoir voir, hein, et pour essayer de ressentir et exprimer justement cette sensation de beau, cette sensation de lumière, des ambiances dramatiques. Et je pense que c'est ce qui caractérise le travail d'Ansel Adams, son travail sur la lumière et ses ambiances fortes. Ouais, c'est ce que dit en creux Jean-Christophe, en fait, hein, quand il parle de photos académiques. Ansel Adams, c'est un peu ça. C'est-à-dire que lui, il cherche pas forcément à véhiculer, à transmettre des émotions, contrairement à toi, d'ailleurs. Mais il va vraiment être sur une recherche de représentation, presque documentation de la réalité telle qu'il la voit, du paysage, avec une grande maîtrise de lumière, comme tu le dis, mais une grande maîtrise aussi de la profondeur de champ sur ces images. Et c'est ça qui frappe en premier, c'est que tout est net, quoi. Du premier à l'arrière-plan, c'est une netteté absolue de bout en bout, quoi. C'est vrai que moi, je vois le côté un peu plus poétique de la démarche avec son travail sur la lumière. Mais c'est vrai, quand on regarde toutes ces images, hein, notamment la vue avec la vue de Teton, de Grand Oui. Teton avec la rivière, donc qu'on appelle la Snake River, on voit cette profondeur qui nous appelle vers la lumière qui rayonne sur la montagne. Et c'est une vue assez saisissante. Pourquoi, selon toi, son travail et ses images, elles sont devenues iconiques? Elles sont iconiques parce je pense qu'il faut revenir dans le contexte de l'époque, hein. Donc, je crois qu'il a commencé à faire ses premières images à l'âge de 16 ans. Donc, je crois qu'il avait 14 ans, enfin, dans les années 20, où en fait, il avait subi des échecs scolaires. Et donc, du coup, c'est un peu son père, en lui offrant son premier appareil, qui lui a mis le pied à l'étrier. Il a utilisé un Vest Pocket de Kodak, Tout à fait. entre autres. J'en ai retrouvé un dans le grenier de ma grand-mère. Je me demandais ce que c'était que cette petite boîte L'appareil du noire. soldat, j'en avais parlé dans une story précédente. Il y en a un qui est perdu au sommet de l'Everest, si vous tombez dessus. Faites attention en le redescendant, au choc thermique. Et donc, du coup, je pense que dans le contexte de l'époque, avoir un rendu, puisqu'en fait, les émulsions ne permettaient pas de restituer tout le spectre de la lumière, et on en parlera sûrement après d'un point de vue technique, mais en fait, avoir des rendus photographiques où on peut avoir des nuances dans les hautes lumières, dans les ombres, je pense que ce côté de restitution de la lumière était novateur. Tu te souviens de ton premier appareil photo? Ah oui, celui de mon père, un Focus Sport. Et quand c'est que tu es passé à des systèmes un peu plus costauds? Ansel Adams, il bossait avec de la chambre, donc de la chambre 4-5 et de la chambre 8-10, grand format. Bon, tu es un adepte du JFX, mais en termes de taille de surface sensible, on n'y est pas du tout encore, hein. Non, pas du tout, mais c'est vrai que mon premier boîtier, ça a été un Nikon F301, parce que à l'époque, je faisais plus de photographie animalière. Mais en fait, je suis revenu au bout de quelques années à quelque chose de beaucoup plus épuré, et avec beaucoup plus de présence de l'environnement, pour ne plus mettre les animaux qu'en tout petit, jusqu'à me consacrer, pas exclusivement, mais principalement sur la photographie de paysage. Et là, puisqu'on parle de matos, un petit peu, Jean-Christophe l'a cité aussi, on le connaît moins pour ça, mais Ansel Adams, il a utilisé du Polaroid. Il a rencontré Edwin H. Land, qui était donc le créateur du Polaroid. Et c'est marrant, finalement, de voir que cet homme si perfectionniste, son travail sur la lumière, sur la composition, sur la profondeur de champ, finit par utiliser ce procédé si
aléatoire et imparfait qu'est le Polaroid. Oui, c'est assez paradoxal. En plus, lui qui montrait que des tirages noirs et blancs, l'apparition du Polaroid revoyait, redéfinissait C'était Andy son Warhol, univers. c'était pop. Ouais. Donc c'est étonnant. Alors est-ce que c'était justement plus en bloc-notes ces Polaroid? Peut-être que plus un travail de fond sur ces tirages. Alors, il faut savoir aussi, c'est que Ansel Adams, il avait une approche écologiste, hein, qui était suffisamment rare à l'époque, je pense, pour être souligné. Il était membre, par exemple, du Sierra Club de 1934 à 1971, qui était une association américaine écologiste dédiée à la préservation de la nature. C'est un volet fondamental aussi pour toi dans ton travail, ça? Ouais, mais je pense que quand on est un grand contemplatif, on est dans une démarche de respect. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien vers ça qu'il faut aller pour continuer à pérenniser des espaces sauvages. C'est porter un regard à la fois émerveillé, mais de respect profond quand on va sur les lieux, de respecter les lieux, de pas y aller, de pas systématiser ce qu'on voit sur beaucoup d'endroits sauvages avec l'effet induit par les réseaux sociaux, cette massification jusqu'à se voir interdit l'accès à certains endroits à cause de comportements inadaptés. Quand une propriété est privée, on n'y va pas en groupe, on ne se déplace pas, on ne va pas à tout prix chercher la photo. C'est valable pour la photographie animalière, le respect de l'animal, mais c'est valable aussi pour les espaces sauvages. Et heureusement, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui font pas très bien, mais les parcs nationaux sont quand même relativement bien protégés de manière générale. C'est un côté un peu rassurant. Parce que quand on entend le président actuel des États-Unis qui a juré au début de son mandat qu'il allait forer comme jamais. Drill, drill, drill. Voilà. Oui, il a dit drill, baby drill. Ouais, donc ça promet. Je pense que là, notre cher Ansel Adams doit se retourner dans sa tombe, le pauvre, s'il entendait des choses pareilles. Mais le côté préservation des parcs nationaux est quand même une chose qui fonctionne assez bien aux États-Unis. On en a aussi en France, hein, des parcs nationaux. Moi, je connais bien Bien sûr. le parc national des Cévennes, qui est un lieu plus magnifique. que sublimissime pour pratiquer diverses activités, dont la photographie de paysage. Alors, on l'a évoqué, Ansel Adams était un très grand technicien et il a notamment inventé la technique du zone system pour réaliser ses photographies de paysage en noir et blanc. Cette technique d'exposition a marqué l'histoire de la photographie argentique et est encore enseignée de nos jours dans les écoles de photo. On écoute Jean-Paul Gandolfo, professeur et historien de la photographie, qui est un grand spécialiste du laboratoire noir et blanc, nous expliquer en quoi consiste cette technique du zone system. Ansel Adams a élaboré ce qu'on appelle depuis le zone system. Il l'a fait avec un de ses collègues photographes qui s'appelait Fred Archer. Alors l'idée en fait c'est de prendre le contrôle sur le système photographique du moment, donc qui est le système classique de l'époque qu'on utilise encore, de gélatino-bromure d'argent, de manière à contrôler le rendu de valeur. Depuis le théâtre de la prise de vue jusque naturellement à l'objectif final qui est le tirage positif. Alors, avant de rentrer dans le zone système et dans la mécanique des zones, il y a un point souvent qui est parfois un peu négligé quand on veut expliquer le zone système, c'est l'étape préalable indispensable à laquelle Ansel Adams s'était vraiment très attaché et qu'il appelle la prévisualisation. Donc le terme est relativement explicite, hein, ça veut dire en fait que le photographe doit être capable, alors après un certain temps d'apprentissage, naturellement, ça vient pas tout de suite, le photographe doit être capable de visualiser mentalement le rendu du tirage vers lequel il veut se diriger, hein, ce qu'on appelle maintenant l'intention de tirage, au moment de la prise de vue, quasiment avant d'appuyer sur le déclencheur souple. Et donc ça, naturellement, ça demande une analyse assez fine du sujet, hein, notamment au niveau de ce qu'on appelle l'illuminance. C'est ce que chaque plage du sujet renvoie vers l'objectif photographique et donc vers le capteur photosensible. Donc le photographe va prévisualiser son sujet et après, en fait, il va flécher
le rendu de zones clés, des points les plus importants du sujet qu'il photographie, vers schématiquement ce qu'on pourrait appeler des niveaux de densité ou d'opacité sur le tirage. Et donc, ce faisant, il va prendre le contrôle sur le contraste de l'image en termes de rendu. Et, il pourra soit compresser les valeurs, si par exemple le sujet est trop contrasté et que ça rentre pas dans la surface sensible qu'il utilise en termes de dynamique, au contraire, dans le sens inverse, il va les étendre. Et donc tout ça sera possible par rapport à tout un travail de calibration et d'étalonnage qu'il aura fait en amont. Et d'ailleurs, au passage, il faut dire que le Zone System, ça fonctionne avec un photographe, un appareil photographique, un film unique, particulier, qui aura choisi le photographe, un révélateur film et naturellement un papier. Dès qu'on change un des maillons de cette chaîne de production, il faut refaire ce qu'on appelle une procédure de calibration, d'étalonnage. Et donc une fois que c'est fait, on a schématiquement 10 zones qui sont numérotées de 0 à 9. À 0, on a ce qu'on appelle le noir, c'est globalement le noir maximum. Et à 9, on a également le blanc qui soit le plus bas possible, qui s'approche de ce qu'on appelle le blanc papier. Au centre, on a la zone 5. Alors, elle est particulière parce qu'elle est calée au milieu, et là, c'est la plus parlante pour ceux qui ne sont pas encore aguerris à la technique des zones système. La zone 5, ça correspond au carton gris à 18% qu'on utilise en photographie argentique et également en photographie numérique. Et après, on va s'écarter de cette zone 5 pour aller dans les zones les plus claires et les zones les plus foncées. Et plus on va s'approcher de ces zones claires et plus on va s'approcher de ces zones foncées, plus la notion de texture, ça c'est un mot très important dans le vocabulaire du zone système, la texture, ça veut dire en fait que l'œil peut encore percevoir la structure de la matière qui est photographiée. Et donc par exemple, schématiquement, dans les zones 0, 1, voire 2, et dans les zones 8 ou 9, la notion de texture va disparaître, elle va être remplacée par la notion de valeur, mais l'œil ne pourra pas discriminer le rendu de détail qui se trouve dans ces plages-là. Donc pour autant, par rapport à l'œil, ça fonctionne pour construire le contraste. Ouais, ça fait toujours plaisir d'entendre Jean-Paul. Moi, ça me rappelle des souvenirs à l'époque où j'étais à Louis Lumière. Il a dirigé pendant de très nombreuses années le laboratoire noir et blanc, vous l'aurez bien compris, et c'est un très grand spécialiste de toutes ces notions-là. Jean-Michel, le zone système, tu l'as appris, toi, ou tu t'en es inspiré? Appris, non. C'est vrai que la période de bascule entre la photo purement animalière et de paysage remonte déjà à quelques années, mais c'était déjà le point de bascule entre l'univers de l'argentique et du numérique. Et avec l'arrivée du numérique, on va dire, le point d'attention effectivement sur la manière dont on expose un paysage, aujourd'hui, elle est grandement facilitée par l'histogramme. Et donc, évidemment, l'attention, les points d'attention de vigilance sur la fameuse zone 5 du zone système, elle est plus aussi cruciale. Et il y a d'autres manières qu'on abordera peut-être après sur la manière d'exposer correctement une photo de paysage. Bah, c'est ça. En fait, la vraie question, peut-être, c'est est-ce que le zone system a encore une utilité à l'ère numérique? Alors, on en reparle à nouveau parce que de plus en plus de gens refont un peu d'argentique, notamment les jeunes. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette approche-là et c'est toujours bien d'avoir quelques rudiments technologiques. Mais toi, comme tu le dis, aujourd'hui, bon, on regarde son écran, on affiche l'histogramme et on y va, quoi. Mais en fait, quand on analyse finement un histogramme, on est déjà dans un point d'attention, justement, de faire attention aux basses lumières, aux hautes lumières. Est-ce que j'ai de la perte d'information? Donc, on revient à ce point d'attention, justement, sur la gestion de la dynamique d'image, qui est un point crucial pour moi. C'est la capacité du capteur, que ce soit une surface photosensible, numérique ou argentique. Qu'est-ce que mon support va être capable de restituer par rapport au contraste de la scène?
Et on est bien loin de la restitution de ce que l'œil voit en direct. Donc, quand on transpose sur une vision photographique, il faut savoir que le zone système, on parle de 10 zones. Donc, on a en fait une plage de dynamique de 10 IL. L'œil, c'est pratiquement 26. Donc, on n'est pas du tout dans le même rendu. Donc, Et les capteurs que toi, tu utilises, on est plus proche de 14-15. De 14-15. Donc, on est grandement aidé. Donc, on a gagné 5 valeurs du temps de l'argentique et de ce que se faisait Ansel Adams. Donc, les progrès sont colossaux. Alors, je vais rappeler quand même, rappeler ou expliquer à nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec cette notion-là que tu as abordée, qui est fondamentale, dont on va reparler d'ailleurs un peu plus tard dans la saison, qui est celle de l'histogramme, qui est donc une représentation graphique des valeurs d'une image. Alors, généralement, ça fait une petite forme, ça dépend du sujet, mais généralement, voilà, on a une petite montagne avec sur la gauche donc les valeurs les plus sombres, proches de 0, donc proche du noir, et de l'autre côté, vers 255, quand on est codé sur 8 bits, on s'approche évidemment du blanc. Et les appareils, en plus, ont cette faculté, pour certains modèles, de pouvoir afficher en surbrillance à la prise de vue, alors sur l'image réalisée, ou je crois même au moment de la visée, les zones qui sont cramées ou les zones qui sont enfoncées. Donc on a les zones de son sujet qui clignotent en bleu dans le noir et en rouge dans le blanc, ce qui nous permet de venir un peu modifier la position de cette petite montagne de pixels en fonction de son sujet. Et ça, c'est pour l'exposition. Et en vidéo, il y a le zébra, mais l'histogramme, peut servir aussi à la couleur. L'histogramme Bien sûr. RVB. Et là, la profondeur des couleurs, etc., c'est une autre forme de dynamique qui est super importante. Et ça, je crois que ça te tient particulièrement à cœur, non ? En fait, je pense au-delà de l'histogramme, je pense qu'il faut surtout savoir, et j'en reviens un petit peu à la démarche d'Ansel Adams, c'est d'être déjà dans une vision du rendu final de l'image. Et en fait, c'est ce que j'essaie de faire à l'ère du numérique, c'est déjà d'être dans une vision de l'image aboutie dès la prise de vue. Donc, la prise en compte des hautes lumières, la prise en compte des basses lumières, la prise en compte de la couleur. Alors, Ansel Adams, il était en noir et blanc. Moi, je suis plutôt, on va dire, non pas en couleur, mais pas loin en monochrome. Tu as quand même de grosses dominantes sur ton Voilà, travail. plutôt plus sur le bleu et pas en surbrillance, le bleu. Mais en tout cas, c'est cette attention à essayer de capter une lumière ou en tout cas de la transposer, de la restituer par rapport à une intention finale de rematérialisation, que ce soit un tirage ou un projet plus sur l'édition d'un livre. Mais en tout cas, on va dire rematérialisation sur papier. Et donc, du coup, le choix de l'exposition à la prise de vue, même si on a toujours la possibilité de travailler au traitement, mais en fait, moi, j'essaie de gagner du temps, j'essaie de rester dans mon intention, donc j'essaie de faire l'essentiel du travail à la prise de vue. Donc, ça passe par l'usage de filtres dégradés. Mais en tout cas, tout ça nourrit en fait l'intention d'être précis et de travailler sur l'histogramme avec une intention d'avoir un rendu d'exposition particulier, décidé, assumé. Et bien justement, comment tu fais sur le terrain ? Donc, tu as évoqué que l'œil avait une très large dynamique, que le capteur avait aussi une dynamique qui était beaucoup plus petite. Puis, il y a la notion de contraste de sujet. Si ton sujet ne rentre pas dans la dynamique de ton boîtier, tu vas avoir tendance plus à exposer pour les ombres ou exposer pour les lumières ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure recette. Moi, j'en vois 3 des recettes. La première, on va dire, la plus répandue, la plus facile à mettre en œuvre, c'est d'essayer de faire une exposition moyenne, ne pas perdre d'informations dans les noirs, ne pas perdre d'informations dans les hautes lumières. On se débrouille avec ça et après, au traitement, on essaye de récupérer de l'information ou d'accentuer. On fait du dodge and burn, comme le faisait Ansel Adams avec ses masquages au niveau des tirages sous l'agrandisseur. Et puis après, nous, on va le faire justement au niveau du traitement, que ce soit quel que soit le logiciel de traitement, que ce soit du Photoshop ou du Lightroom ou autre, ou du DxO, peu importe le support logiciel, pour essayer de retrouver de la matière ou en tout cas des valeurs dans les ombres ou dans les hautes lumières et dans les zones intermédiaires pour en faire un rendu qui est, on va dire, acceptable et moi que je pense aussi crédible et naturel. Mais ça, c'est un autre débat. Et ça veut dire que tu n'interviens jamais sur les modes de mesure de l'exposition ? Alors, je vais en venir. Donc, pour moi, l'autre méthode, la deuxième méthode, c'est de faire du bracketing. Où là, on fait une série d'expositions multiples pour essayer d'élargir justement cette fameuse dynamique. Et après, donc, à la fusion des images entre elles, on va reprendre les valeurs d'exposition
cohérente pour en faire une image fusionnée qui ait du sens. Qui ressemble pas à du HDR dégueulasse, quoi. Voilà, je ne l'ai pas cité, parce que pour moi, c'est un gros mot. On n'en voit plus trop passer. Non, des images la comme ça. La mode est passée, ouais. Elle est passée, et puis je crois qu'il y a quand même des utilisations un petit peu plus subtiles désormais du HDR, qui peut, je suis une parenthèse, mais les photographes d'intérieur, par exemple, qui vont photographier pour des maisons d'hôtes ou etc., qui ont besoin de récupérer des de la fenêtre. lumières en extérieur, des Là, fenêtres, là, etc. typiquement, on va être en bracketing avec des fusions d'images. Ouais, ou bracketing, c'est possible, mais le HDR peut être un petit peu plus subtil qu'à une époque. Enfin, tous les rendus caricaturaux qu'on a pu voir, un petit peu surréalistes, là, je pense qu'on en est revenu, et tant mieux. Oui, ça fait du bien. Une petite respiration. Et je termine avec la troisième approche, qui est celle que j'utilise. Hein. C'est les points d'attention sur le terrain, parce que là, on parle vraiment technique d'exposition. Ça va être essayer d'être vigilant sur justement l'évaluation de la plage dynamique, de regarder ce qui se passe sur l'histogramme, partir de la zone qu'on veut exposer correctement, et puis le reste, si on peut le filtrer, je le filtre avec un filtre dégradé. Un ou plusieurs filtres dégradés. Filtre dégradé qui donc va permettre de compresser en quelque sorte le contraste sujet pour le faire rentrer sur la dynamique de capture de l'appareil. L'usage du filtre en fait donc va assombrir, parce qu'en fait un filtre dégradé donc assombrit les parties les plus lumineuses, donc on va positionner le filtre de manière à atténuer ce qui pose problème dans la restitution de contraste, justement pour avoir un rendu lumineux plus cohérent avec le maximum d'informations de part et d'autre de l'histogramme, pour éviter d'avoir des fameux histogrammes en U où en fait on a beaucoup de noir, beaucoup de haute lumière et pas grand-chose au milieu. Mais je dirais, il ne faut pas se limiter, on va dire, à la partie technique de l'histogramme, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais histogramme. C'est juste de savoir ce qu'on veut exprimer, de la manière dont on veut photographier un sujet. Si c'est un histogramme où il y a des noirs à 100% et des blancs à 100%, il faut juste l'accepter. Tout dépend de ce qu'on a envie de restituer, d'exposer. La manière d'exposer donne aussi un sens particulier à la lecture de l'image. Mais est-ce que ça veut dire désormais que tu as toujours systématiquement un trépied avec toi? Parce que tu parles beaucoup d'utilisation des filtres. Le filtre, ça peut engendrer des temps de pause un petit peu plus longs. Aujourd'hui, les boîtiers sont tous stabilisés pour la plupart. Donc, comment tu te situes par rapport à ça? Tu gardes un trépied dans ton fourre-tout, ou tu t'es allégé et tu te dis, ouais, maintenant ça fonctionne? Parce que Ansel Adams, lui, par contre, il fonctionnait au trépied fatalement à l'époque. Alors, Ansel Adams, il travaillait forcément au trépied parce qu'il avait des temps de pause extrêmement longs. Hein. On parlait de F64 pour avoir le maximum de profondeur de champ. Il n'y avait pas de stabilisation, ni optique, ni capteur. C'était plutôt la technique du porteur pour l'aider à porter sa chambre. Le Sherpa. La technique Sherpa. Alors, en fait, moi, j'ai pas évolué de ce côté-là. Évidemment, il y a une grosse partie de mon travail qui est faite sur trépied, notamment quand je fais des poses lentes, où là, en fait, on veut montrer quelque chose, exprimer quelque chose de complètement différent, qui n'est pas forcément ce que l'œil voit. Donc, que ce soit un sujet en mouvement, des nuages, une texture dans l'eau, qu'on veut justement sublimer avec un rendu particulier qui n'est pas le rendu de l'instantané, où là, on a un temps de pause qui peut être plus important et du coup, qui n'est pas compatible avec l'usage d'un mode sans trépied. Donc, à main levée, même avec la meilleure des stabilisation, quand on veut faire une photo de plusieurs secondes, c'est pas possible. Ou alors on peut faire quelque chose de complètement différent avec le mot complètement. On parlait de mode du HDR, maintenant il y a le mode du ICM, Intentional Camera Movement, qui est une autre approche qui permet en fait, avec un effet de bouger de la main, et j'en reviens un peu au travail initial que j'avais fait sur les âmes sylvestres, on retrouve ce rendu, ce modelé d'image, où on est plus proche de la peinture que d'une image figurative complètement détaillée. Et là, on sort du mouvement à 64, là, c'est l'opposé en fait. Là, c'est l'opposé complet. L'autre partie des images, quand j'ai juste besoin de corriger le ciel, c'est pas forcément avec un trépied. En fait, tout dépend en fait de la quantité de lumière qui va m'imposer ou non l'usage d'un élément qui va pérenniser, stabiliser et assurer la netteté pour ne pas risquer un flou de bouger. Je dirais la différence des deux moyens, des deux manières d'arriver à l'image. Elle pose quand même, elle soulève aussi une question de la manière dont on aborde notre sujet. Le fait d'être sur trépied, on pose, on va rechercher une composition peut-être de manière sur laquelle on va prendre plus de temps, qui va nécessiter un regard plus précis sur la manière dont on va composer, donc l'orientation. Et alors que quand je suis à main levée, parfois, l'exposition va être plus prise sur le vif,
et en tout cas l'image pas pensée de la même manière. Je dirais on est sur des approches complémentaires, mais dont le résultat n'est pas forcément le même. Oui, mais la question se pose quand même parce qu'on a parlé précédemment, on a évoqué la dynamique. Parfois, la dynamique, l'exploitation de la quintessence de la dynamique d'un capteur se fait parfois à certaines valeurs, souvent 100 ISO, ça peut être 64 ISO sur certains capteurs. Or, pour être à ces valeurs-là, si on a un temps nuageux, si tu fermes à F11 ou je sais pas, très vite, faut vraiment pas trembler ou en fonction du vent qu'il y a, etc. C'est complètement ça. Alors, Faut pas les pousser, les ISO. et il faut pas les pousser les ISO. Et oui, les ISO, c'est pas juste la montée en grain, c'est aussi la perte de la plage dynamique. Donc, C'est quand ça. on fait du paysage à 800 000 ISO, eh ben, on se coupe complètement de la finesse, justement, de nuances dans les noirs, dans les hautes lumières. On va avoir Et une c'est- image nette, mais on perd toute la nuance et on perd de la On perd- texture. Il a insisté beaucoup sur ce mot, Jean-Paul Gandolfo, dans son témoignage, et c'est pas un petit mot, la texture. C'est complètement ça. C'est faire de la photo de paysage à 1000 ISO. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'on perd, ce modelé d'image, ces nuances, la subtilité dans les ombres, dans les hautes lumières et dans les couleurs. On perd la dynamique. Elle vaut aussi pour la richesse des couleurs. Bon. Alors, Ansel Adams, il faisait des photos en noir et blanc. Il y a plusieurs manières de faire du noir et blanc avec un appareil photo numérique. Je vais les énumérer très rapidement. Soit on a la chance d'avoir un boîtier monochrome, un Leica Q, un Leica M, un Pentax K3 3. Marque 3. Marque 3 monochrome. Et on l'espère bientôt, un GR4 monochrome peut-être. Donc soit on a un boîtier comme ça, soit on a un boîtier couleur bayerisé plus traditionnel. On peut travailler en JPEG avec des filtres noirs et blancs directement appliqués sur le boîtier. On peut travailler en RAW et faire cette transition couleur noir et blanc en post-production, en le faisant manuellement avec des mélanges de couches sur Photoshop ou en utilisant là encore des presets qu'on va retrouver dans des logiciels comme Adobe Lightroom ou comme le fameux DxO Film Pack dont on a parlé l'autre fois. Plein de solutions. Jean-Michel, balance, c'est quoi la meilleure? Je crois qu'il n'y en a pas de meilleure. La meilleure, c'est celle qui répond qui nourrit sa sensibilité, son intention photographique. Bon, moi, Tu en fais parfois, toi où il y a... oui, Parce bien que sûr. quand on parle de prévisualisation, tu fais beaucoup de couleurs, mais c'est très monochrome comme C'est approche. très monochrome, mais en fait, je m'appuie quand même beaucoup sur les presets de couleurs de Fuji. Et c'était un peu la motivation de Les mon choix. simulations de films, du coup. Les simulations de films. Oui, le Parce mode qu'en fait, Acros chez Fuji qui fonctionne pas trop Et mal. ça marche- On peut ça même marche rajouter très bien. des filtres en fait. très hein. très bien. Il y a des filtres simulés, hein, donc le Filtre le rouge, vert, le filtre jaune, rouge. Et du coup, en fait, on est déjà dans une image qui est déjà une interprétation beaucoup plus personnelle du rendu photographique. Voilà, donc ça vaut pour le noir et blanc, mais ça vaut pour la couleur aussi, où en fait on a des modes de simulation sur les rendus papier négatifs ou sur du classique chrome que j'aime beaucoup. Mais en fait, encore une fois, hein, là, on aborde les goûts intimes de chaque personne, de chaque photographe. Hein. Et puis là, on parle technique, hein, mais c'est vrai que les grands techniciens sont peut-être pas les plus grands artistes, hein, et les plus grands artistes sont peut-être pas les plus grands techniciens. Je pense qu'il faut trouver son bon mode opératoire, que ça soit à la prise de Je vue. te laisse ces formules, ouais, ça peut être un débat. Ça peut être un débat. Ou le faire au traitement. Mais ça, il n'y a pas de meilleure recette. Hein. C'est le résultat qui compte. Tiens, débat, Ansel Adams, au passage, il en avait un débat. Lui, il disait, vous ne prenez pas une photo, vous la faites. Ça t'évoque quelque chose? Ben oui, parce qu'en fait, elle se réfléchit, elle se pense, elle se voit, elle s'imagine. Donc c'est un cheminement. C'est pas juste un instantané où on a été par chance présent à un endroit avec des bonnes conditions de lumière. Ça arrive de temps en temps, mais quand on fait un travail de fond sur un sujet, quand on a un projet d'exposition, de livre ou autre, ou quand on a envie quand on recherche un style d'image, eh ben, il faut donner du temps au temps. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, on soit complètement passif. Bien au contraire, il faut être justement très à l'éveil, très curieux, très à l'écoute, très réactif, et suivre ce cheminement, penser, voir, et pour être prêt au moment décisif. Ansel Adams, il prenait la netteté dans ses paysages sur l'intégralité du champ. Il faisait partie de ce groupe F64. Aujourd'hui,
on ne peut pas se mettre dans cette philosophie-là parce qu'on est rattrapé par les lois de la physique et notamment de la diffraction qui font que grosso modo n'importe quel objectif à partir de f16 ça commence à sentir le rouchi en termes de piqué et de qualité optique. C'est quoi du coup le bon équilibre, la bonne ouverture pour tenter de s'approcher de cette sensation de netteté que Ansel Adams arrivait à donner dans ses images? Il faut travailler avec l'hyperfocal. Enfin, comment on peut faire? Alors, en fait, il y a deux problématiques. La première, elle est purement technique. Elle est justement au-delà d'une certaine valeur de diaphragme. On va perdre en définition d'image. On va laisser apparaître des aberrations chromatiques. Donc, en fait, des franges de couleurs sur les contours du sujet de l'image. Quelle ouverture aujourd'hui, de ton expérience? Ça dépend de la F11, focale aussi. Alors, ça dépend de l'optique, ça dépend du capteur, ça dépend de plein de choses. Ça voilà. dépend du couple optique-capteur. Ouais. Ça dépend après du traitement qu'on fait derrière. Parce qu'avec un bon traitement, on peut très facilement rendre l'aberration chromatique à l'état de 0. Je dirais, la bonne pratique, c'est être à F11, F16. Et tout dépend encore du style d'image qu'on veut faire. Si on fait des images en pose lente, parfois pour éviter de se mettre un filtre, pour empêcher la lumière d'arriver, on va se mettre à des valeurs de F16, F22, ou pour voir le soleil scintiller, partir en étoile, il faut fermer le diaphragme. D'expérience, j'ai fait récemment des essais à F22, j'ai vu aucun problème. Mais aussi parce que mon capteur est capable et le couple, encore une fois, optique-capteur le permet. La bonne pratique, F11, F16. Avec un capteur propre. Parce que plus tu fermes et plus on laisse apparaître en paysage, et plus tu as des tâches. Et quand on fait le type d'image que toi tu fais, très épuré, très minimaliste, ça fait tâche. Ça fait tâche. Ouais. Alors Jean-Paul l'a évoqué dans son témoignage, Ansel Adams, c'est aussi une approche contemplative et la capacité de pouvoir visualiser mentalement le résultat final avant même de prendre la photo. On l'a évoqué. On a échangé avec le photographe Éric Bouvet, qui signe une photographie de paysage singulière avec son projet Élévation. Il travaille à la chambre grand format argentique qu'il transporte sur son dos dans des zones difficiles d'accès. Il nous explique pourquoi il a fait ce choix du grand format et quelle place prend l'observation et le temps dans la réalisation de ses prises de vue. On l'écoute. Moi, ça fait 30 ans que je galope autour du Mont Blanc, sur le Mont Blanc, dans ce coin-là. Donc, je connais très bien, j'adore la montagne, j'adore la photographie. Je me suis dit, on va allier les deux. Et je me suis dit, alors, faire de la photographie de montagne comme le font les très bons photographes alpinistes dont je connais certains, dont je n'arrive pas à la cheville, parce que je ne suis pas un bon technicien en montagne, parce que je ne suis pas à l'aise quand il y a du gaz, comme on dit. Donc, du coup, ça ne servait à rien d'aller sur leur plate-bande. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est là où arrive Ansel Adams. Je me suis dit, je vais faire de la chambre, puisque ça fait des années que je travaille à la chambre. Et je me suis dit, oui, mais donc, on enlève la case numérique couleur, on enlève la case Ansel Adams, parce que faire du film noir et blanc à la chambre grand format, Ansel l'a extrêmement bien fait, puisqu'il avait entre autres aussi inventé ce zone system. Et je me suis dit, c'est pour faire du copier-coller, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai remonté le temps et je me suis dit, je vais faire ça à la manière des photographes alpinistes des années 1850, 1870 qui partaient, eux, soit avec des plaques de verre, mais beaucoup avaient choisi le calotype qui était le deuxième procédé inventé après Niepce, et c'est un Anglais, Henry Fox Talbot, qui a inventé le calotype, donc je ne sais plus, à peu près moins d'une dizaine d'années après Niepce, et c'était le premier procédé reproductible, puisqu'il mettait du papier, ce qui était beaucoup moins lourd qu'une plaque d'étain ou autre, et beaucoup moins fragile que des plaques de verre. Il mettait du papier qui donnait un négatif sur le papier. Donc, il ne restait plus qu'à faire un tirage contact ou, en l'occurrence, avec les manières modernes que l'on a, de scanner ce négatif papier
et d'avoir ensuite sur l'ordinateur de l'inverser sur Photoshop. Et hop, tu joues un peu des manettes pour obtenir ce que tu veux de ton. Donc j'ai allié en fait l'argentique et le numérique pour obtenir ces résultats. Moi qui me plaisent bien, vu que je suis un photojournaliste à la base et qui m'a interdit de toucher aux manettes, là j'avoue que j'y ai un petit peu touché pour obtenir. Parce que en fait, le procédé, c'est que j'ai exposé d'où, j'ai développé d'où, j'ai scanné d'où. Je suis un homme doux en fait. Les gens ne savent pas, mais je suis très doux. Pour avoir le plus de latitude possible et faire. Voilà. Parce qu'il y a des fois où le papier il sortait, oh la vache, c'était un peu trop contrasté ou alors très pisseux. Enfin bon, pas facile le papier à exposer, hein, parce que ça dépend de la luminosité, ça dépend des UV, ça dépend de la température, ça dépend enfin de plein de trucs, de l'humidité. Enfin bref. Et du coup, voilà, je suis parti avec cette idée-là en hommage à nos ancêtres pères des années 1850, 1870. Et voilà. Donc, sauf que eux, ils avaient la chance de partir en équipe. Ils partaient à 20, voire je ne sais combien, avec évidemment beaucoup de vin rouge. C'était la norme à l'époque. Et donc avec des porteurs. Mais moi, je suis parti tout seul et à l'eau claire. Parce que je peux te dire que même à l'eau claire, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Et j'ai pas beaucoup rigolé à me peler là-haut dans le froid, à attendre des lumières qui ne venaient pas, des orages qui me sont arrivés sur la gueule et parfois j'ai laissé tout le matos et je suis parti en courant parce qu'il y avait du métal. Hein. Et du coup, non, je me suis fait des bonnes frayeurs, je me suis bien gelé les doigts pour ne pas dire autre chose. En général, tu fais une vue, donc c'est sûr que tu réfléchis, hein, tu vas pas faire vite fait, mal fait. Donc tu réfléchis, ça prend du temps, tu cherches ton angle, ton endroit, ton optique et tu attends que tu aies les nuages que tu veux, la lumière que tu veux. Et en l'occurrence, j'avais tendance à dire que je suis monté 2 fois sur 3 pour rien, mais j'ai un peu exagéré, hein, on va dire une fois sur 2 à peu près. Non, un peu moins. Mais je suis monté très très souvent pour rien. Ça, j'ai grimpé, je me suis pelé des nuits pour rien. Non, franchement, si je devais le refaire, je le referais pas. Faut quand même préciser quelque chose, hein. Quand on écoute Eric, et que je me permettrai d'ajouter, on avait enregistré une émission au coin du feu avec lui, hein, où on avait partagé beaucoup de choses. Eric est un athlète. Eric est un Ironman. Donc, quand Eric porte des plaques et des chambres grand format comme ça dans les hautes altitudes, c'est quelque chose qu'il est apte à faire physiquement et qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, Respect. gros respect. Son livre est magnifique, son travail est magnifique. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Michel? Est-ce que tu serais prêt à faire l'expérience, aller en formation, par exemple, avec Eric, travailler comme ça à la chambre grand format? Avec Eric, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et on s'est rencontrés il y a 2 ans pour le festival de Chamonix, justement, où il présentait sa série Élévation. Dont la 3e édition aura lieu, je le cite au passage, du 31 octobre au 2 novembre. Là. Et donc, non, respect déjà, prouesse physique, hein, trimballer 25-30 kilos quand on est en haute montagne, parce que ça rigole pas là-haut. Et quand il parle de gaz, hein, donc c'est vraiment la capacité à sortir de sa zone de confort et à allier à la fois en fait la recherche, la quête esthétique, donc la quête photographique, et avec les contraintes physiques de la haute montagne. Donc, l'association des deux, parfois, c'est vraiment invivable. Quoi. Et contrainte technique du nombre de prises de vue aussi, parce que comme il le signale, là, on part pas avec ses cartes mémoire. Hein. Donc, travail, je dirais vraiment singulier. C'était vraiment le mot à souligner. Travail singulier sur la montagne. Revenir justement dans l'idée des photographies, du rendu des images de la fin du 19e. C'est à la fois osé. Et il y a un point qui est très intéressant dans ce que dit Eric. C'est te dire, bon, bah alors la case couleur, j'étais obligé de pas la cocher. Ansel Adams avait déjà, entre guillemets, tellement fait de choses, de belles choses sur ce travail sur la photographie de paysage en noir et blanc. Et ben, il fallait que je trouve ma voix, ma propre voix, pour montrer quelque chose, exprimer quelque chose qui a été peu abordé, ou en tout cas il y a très longtemps, avec sa patte. Ça, et puis entre-temps, Salgado avait fait quand même aussi un travail assez important, hein, avec Amazonas notamment. On voyait
des photos de paysages absolument somptueuses, même Genesis. Hein. Donc, Tout à fait. Et il y a un autre point aussi qui est important dans ce que dit Eric, hein, c'est quand il dit ça fait déjà un paquet d'années que je traîne sur le secteur. En fait, je pense que quand on connaît très bien un endroit, on est mieux à même de raconter l'histoire qu'on souhaite, au plus proche en tout cas de sa sensibilité, parce que aujourd'hui, tout a été photographié. Hein, et donc, un sujet qu'on maîtrise bien, ou en tout cas quand on a une bonne connaissance d'un lieu, eh ben, on va être capable d'aller, en tout cas, de rationaliser son effort, en tout cas dans sa démarche, d'essayer d'aller chercher des choses qu'on maîtrise. Je reviens 2 secondes sur cette histoire de prévisualisation. Est-ce qu'avec ton expérience maintenant, tu arrives vraiment à faire cette image mentale du rendu de ton image avant même d'appuyer sur le déclencheur? À défaut d'y réussir à chaque fois, en tout cas, cette transposition, on imagine les choses. On se dit, tiens, ce type de lumière-là. Mais ça nécessite, on va dire, pour arriver à transposer le rendu final d'une image, hein, ça demande une très bonne connaissance de son matériel et une très grande pratique sur le terrain, parce qu'en fait, on va chercher, quand on cherche un type de lumière, on sait que ça, potentiellement, on va avoir tel type de rendu. Et ce type de rendu n'est possible que par la connaissance de la plage dynamique de son capteur, du rendu de ce profil couleur, et puis du support qu'on va utiliser après pour la rematérialisation. Choisir un papier, c'est pas anodin. Et on sait quel rendu ça peut avoir entre un papier baryté ou un photorag et un papier coton. Le rendu n'est pas du tout le même. Donc c'est ce cheminement-là, on l'a depuis l'observation sur le terrain, le moment de la prise de vue, la phase de traitement, de post-traitement et la transposition sur le support physique. Du coup, tu serais plutôt de la team, tout ce qui peut être fait à la prise de vue n'est pas à faire en post-production, ou open bar post-prod, on verra ça en post-prod, quoi. Non. Je pense que le chemin qui mène à l'image, c'est une quête d'exigence. Et l'exigence, si on l'a pas à la prise de vue pour se simplifier justement tout le travail pour la rematérialisation, en tout cas c'est ma vision des choses, on passe à côté. Mon plaisir, il est d'être sur le terrain et d'essayer d'exprimer dans l'instant le moment que je cherche. C'est pas forcément ce que l'œil voit, mais ce que je cherche. Et ça passe, oui, par l'usage de filtres, par des temps de pause, par un modelé d'image qui est plus personnel, qui en tout cas qui répond à une sensibilité qui va toucher un point. En fait, quand on se balade dans la nature, tout le monde n'est pas sensible à la même chose, et heureusement. Mais les choix qui sont faits à la prise de vue, ils sont essentiels, ils conditionnent la suite. Avec une partie absolument pas open bar sur le post-traitement, le moins de temps possible. Oui, c'est ça, parce que quand on parle du coup d'Ansel Adams, photographié à la manière d'eux, il y a quelque chose d'un peu artisanal. Quand on écoute le témoignage d'Eric, quand on écoute tes propos, il y a quand même beaucoup de choses, encore, Dieu merci, qui se passent à la prise de vue, alors qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, tiens, finalement, un petit coup d'IA et puis le tour est joué. Et combien de fois j'ai entendu dire, mais pourquoi tu utilises des filtres? Tu peux tous faire en post-prod. Mais oui, mais en fait, le cheminement n'est pas du tout le même. La relation à l'image, l'émotion ressentie. Enfin, moi, j'en connais beaucoup des photographes qui font pratiquement tout à la post-prod. Mais en fait, quel est le plaisir de la prise de vue? En fait, moi, je suis là à faire mes petits ajustements, à essayer d'ajuster l'usage du filtre, à augmenter un tout petit peu le temps de pause. Alors, en se faisant l'avocat du diable, on pourrait dire l'efficacité. On pourrait se dire, tiens, je suis un pro, j'ai besoin d'un résultat là tout de suite pour une office du tourisme, etc. Donc, ça va m'être utile dans ce cadre-là. Alors là, moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, parce qu'en fait, l'essentiel de mon travail, c'est avant tout un travail personnel et que je rematérialise sous forme d'expo, de livres ou autres, hein, ou pendant à l'occasion de stages et voyages photos. Et en fait, j'essaie de partager cette vision justement du temps nécessaire pour contempler une image, enfin contempler une scène, c'est ce qui conditionne la suite. Je ne raisonne pas en souci d'efficacité. Évidemment, je suis content quand j'ai une image qui prend sens, mais le plaisir, il est d'abord sur ce qu'on vit au moment où une lumière arrive, où on voit des couleurs complètement incroyables après une grosse averse, voire il y a pas très longtemps, enfin au printemps, j'ai vu en Écosse des choses absolument extraordinaires
avec des rideaux de pluie et de grêle qui passaient entre les vallées. Quand on va dans le désert d'Uyuni et qu'on est dans 30 cm d'eau et que c'est un miroir infini avec des nuances au coucher du soleil où on ne sait même pas que ça existe, ces moments-là, ces vibrations, cette sensibilité, ces moments, c'est des moments de pur plaisir. Là, on n'est plus du tout dans la technique, là, on est dans le ressenti. Alors, si on arrive à l'exprimer en image, là, on est content, mais on ne vise pas l'efficacité. Merci Jean-Michel pour toutes tes explications. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour apprendre à photographier à la manière d'Ansel Adams. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous décrire le travail d'Ansel Adams et nous parler de ces paysages noirs et blancs qui sont devenus des références incontournables? Alors, si on peut résumer, je dirais c'est d'abord un travail technique. On parlait de vision un peu académique des choses, mais encore une fois, il faut le resituer dans son contexte. Une approche quasiment exhaustive de la maîtrise de la lumière, la maîtrise de la profondeur de champ pour en faire des images qui soient à la fois techniquement complètement maîtrisées, mais qui sont devenues aussi des images iconiques. Évidemment, c'est intimement lié au paysage de l'Ouest américain, principalement. C'est ça aussi qui vient en tête quand on pense à Ansel Adams. Et des grands espaces. C'est quoi le fameux zone system? Le zone system, en fait, c'est une manière d'améliorer l'exposition pour avoir la plus grande plage dynamique possible, pour essayer d'être capable d'exposer son image avec des nuances à la fois dans les noirs et dans les hautes lumières. Et il faut prendre en compte pour ça le type de support final. Si on a bien écouté l'émission, c'est super important. Le but étant finalement de restituer, d'avoir des tirages doux et nuancés pour avoir des noirs pas trop profonds, avoir quelque chose, une image noir et blanc nuancée. Donc ça a du sens en argentique, beaucoup moins en numérique. Et on vous invite à réécouter notre discussion à ce sujet. Comment est-ce que tu fais pour gérer le contraste de tes images en fonction de la dynamique de ton capteur? Alors, j'ai une recette qui n'est pas une recette miracle, hein. C'est une recette de l'ancienne école où j'utilise des filtres dégradés, des filtres neutres qui vont me permettre de rééquilibrer le contraste entre mon premier plan et les hautes lumières qui sont généralement dans le ciel. Et par curiosité, toi qui utilises Lightroom, t'as pas essayé la fonction justement de fil dégradé de Lightroom qui fonctionne plutôt bien, faut le reconnaître. Alors, on va dire, ce que je fais à la prise de vue est complémentaire à ce qui va être affiné après au traitement. Mais le gros du travail, il est fait entre, on va dire, la bonne exposition par rapport à la dynamique du capteur, l'ambiance qui va être créée par une texture des nuages, généralement du ciel ou de l'eau, selon le sujet, apportée justement par l'atténuation des hautes lumières avec un filtre dégradé et qui va être lui-même affiné au traitement. Même si c'est pas pour toi ta plus grande spécialité, tu conseilles quoi pour ce qui est du noir et de blanc? De le faire directement à la prise de vue ou de se garder cette conversion à la post-production avec des presets spécifiques? Alors personnellement, je l'utilise dès la prise de vue parce que ça permet de rentrer tout de suite dans la manière dont le capteur va avec le preset de noir et blanc, rentrer dans la vision noir et blanc et on va être déjà dans une image qui est quasiment aboutie. Quelle que soit la marque, hein, donc en fait, il y a des profils noir et blanc et tout de suite, on n'est plus dans une gestion de l'image par les couleurs, mais par les contrastes. Et donc, ça permet d'avoir un regard, une manière d'exposer qui, elle, se décide à la prise de vue. Et puis, on peut ajouter qu'on peut tout à fait enregistrer en RAW plus JPEG, décider de shooter, donc de visualiser en noir et blanc en JPEG, ça n'empêchera pas d'obtenir un fichier RAW en post-production dont on pourra retravailler les couleurs. Complètement ça. Et parfois, je fais du noir et blanc. Donc, en fait, je garde mon témoin JPEG qui, lui, est avec un profil noir et blanc. Et puis, parfois, je vais décider d'avoir un traitement un peu différent ou un profil noir et blanc qui n'est pas celui que j'ai sélectionné à la prise de vue. Qu'est-ce qui importe techniquement en termes de réglage au niveau du boîtier pour s'approcher au mieux de l'esthétique d'Ansel Adams
avec un matériel numérique moderne? Alors ça, c'est une bonne question. Il faut un grand capteur déjà, non? Un capteur qui a le plus de dynamique possible. On va dire la moyenne, c'est 12, hein, mais si on peut être plus à 14... Alors, quand tu dis 12, tu parles de 12 IL. luminance. 12 IL. 12 IL. Nadi. Bonne connaissance de son matériel, savoir comment il réagit, à quoi, là où le bas blesse, entre guillemets, quand on fait du paysage contrasté. Et après, encore une fois, tout dépend du type de photographie qu'on fait. En paysage, il n'y a pas qu'un type de photographie. Les scènes contrastées, oui, sont celles généralement du lever et du coucher de soleil, quand on a des images et des positions en contre-jour. On a évoqué l'utilisation de faible sensibilité ISO, potentiellement d'un trépied, et de se méfier un petit peu des toutes petites ouvertures, en particulier pour les problèmes de diffraction. Oui, alors ça, c'est la partie purement technique sur le rendu de la lumière sur le capteur directement. Mais oui, pour résumer, donc capteur avec la plus grande dynamique possible. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'usage des filtres, ça va apporter tout de suite un rendu plus proche de l'image finalisée, même si ça reste une image à travailler au traitement. Faire attention justement à l'ouverture pour pas trop fermer et avoir de la diffraction et des taches sur le capteur. Utiliser le trépied à bon escient quand on a besoin et quand on ne veut pas et il ne faut pas monter au-delà d'un certain seuil de sensibilité parce qu'on va perdre justement en dynamique. Et puis encore une fois, je dirais, c'est surtout attiser et rester curieux. Oui, puis vraiment pour coller à Ansel Adams si on le souhaite, donc c'est optimiser la profondeur de champ avec un maximum de netteté, parce que ces images sont académiques, comme l'a précisé à juste titre Jean-Christophe Béchet, donc quelle que soit la focale utilisée, c'est là qu'il faut trouver le subtil équilibre en termes d'ouverture, et au niveau de la restitution des noirs et blancs, trouver cet équilibre qui fait tout l'intérêt du zone system, et ces nuances de gris assez subtiles qui vont éviter les forts contrastes et les noirs trop profonds. Ouais, c'est complètement ça. Le point de vigilance, c'est effectivement, si on veut regarder l'histoire de la profondeur de l'image, elle est intimement liée aux deux principaux paramètres, même trois. Donc, c'est le choix de la focale, le choix de l'ouverture pour avoir la bonne profondeur de champ. Là, on aborde la notion d'hyperfocale. Mais en tout cas, pour résumer, d'essayer d'optimiser la profondeur de champ pour avoir tous les plans nets depuis l'avant-plan jusqu'à l'infini, jusqu'à l'arrière-plan, et puis la distance au sujet. Et on ne l'a pas dit d'ailleurs, on parle d'hyperfocale, très courte parenthèse, mais comme quoi, Ansel Adams, on pourra en parler encore plus longtemps, a fait des photos de nuit aussi, je crois au Nouveau-Mexique, des photos complètement incroyables. Photos sous la Lune, ouais. Voilà, des photos sous la Lune. Et c'est vrai que la notion d'hyperfocale va être là aussi très utile quand on travaille de nuit, selon l'optique qu'on utilise pour faire la mise au point sur l'infini, par exemple. Mais si vous le pouvez, chercher les images d'Ansel Adams de nuit, c'est assez spectaculaire quand on se remet dans les conditions de l'époque. Pour terminer, Jean-Michel, est-ce que mentaliser son image et prendre son temps, finalement, à la prise de vue, c'est primordial en photographie de paysage? Pour moi, ça l'est. C'est le point de départ. C'est se donner du temps au temps. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, de subir les choses quand on est sur le terrain. Justement, plus on est dans l'anticipation de ce qui se passe sur une scène, les changements de lumière, les changements de couleurs, les changements de conditions météo qui conditionnent en fait l'ambiance finale de la photographie qu'on cherche. Évidemment, moi, une photo, j'essaie de la rêver, mais quand les conditions ne sont pas du tout réunies pour ce que j'ai en tête, soit je m'entête, quitte à devoir revenir X fois, comme le disait Eric, pour avoir les bonnes conditions de lumière, ou alors je cherche autre chose. Et parfois, on arrive à trouver autre chose sans s'obstiner à chercher quelque chose qui n'arrivera pas. Merci Jean-Michel. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz.
Jean-Michel, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la consigne? J'ai tout bien compris. Alors on y va. Première question qui nous vient de Rdan, Doucet Photographie. Quelle photo t'a fait connaître Ansel Adams et t'a peut-être donné envie de t'en inspirer? Je pense que c'est une image prise à Yosemite avec ces fameuses lumières qui arrivent sur le dôme de rocher. Et j'avais trouvé que l'image était à la fois extrêmement simple, mais extrêmement forte, techniquement complètement maîtrisée, avec des nuances partout, mais c'est ce rendu lumineux sur cette roche. Et je me disais, mais comment à l'époque on arrivait à avoir un rendu pareil? Parce qu'à l'époque, c'était complètement rudimentaire. J'avais vu un reportage, alors je ne sais plus où, dans le parc Yosemite, donc sur une fameuse cascade où il y a un jour et à une minute précise dans l'année où au moment du coucher du soleil, il y a un jeu d'alignement des planètes complètement fou qui fait que la cascade ressort totalement rouge, comme si c'était de la lave qui sortait de, En fait, ça, de la montagne. Quoi. C'est l'effet de la lumière complètement rasante. Et ça m'a toujours interrogé de voir comment un soleil qui n'est pas rouge, qui va être orangé, peut produire une lumière de couleurs différentes, quoi. Donc, en l'occurrence, du rouge. En fait, c'est simplement quand la lumière elle traverse une matière, en l'occurrence, c'est des gouttelettes d'eau, et en fait, il y a un effet prisme, et du coup, on a un rendu couleur différent. Mais en fait, effectivement, on en voit pas mal passer sur les réseaux sociaux de ces images-là, avec cette cascade à Yosemite qui devient complètement rouge au moment du coucher du soleil. Et Disneyland au moment où ça se passe avec des centaines de photographes qui c'est essayent de capturer l'instant. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours regarder le hors-champ. Garder un petit peu de mystique, Voilà. c'est pas mal. Allez, deuxième question qui nous vient de notre préféré Voodoo Child 46. Le travail à la chambre en numérique, est-ce que c'est possible ? Alors, c'est complètement possible sur de l'image posée. La difficulté sur le terrain, en tout cas de la manière dont je pratique la photographie de paysage, c'est que je dois composer avec les éléments. Je ne les décide pas. Donc, je ne suis pas en studio. Et c'est les éléments, c'est le vent, la pluie, c'est tout ce qui peut contraindre la photographie est un frein quand on a beaucoup de matériel. Et l'usage d'une chambre est malheureusement un point de contrainte important. On voit le travail d'Éric Bouvet, quand il a dit « je ne le referai pas », parce que c'est un engagement physique énorme. Ça existe des adaptateurs qui permettent de monter un GFX sur une chambre ? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a Cambo qui faisait ça. Ouais. J'ai voulu me lancer dans le truc. J'ai vu, sans avoir fait d'essai très poussé, j'ai vu un petit peu l'encombrement, les contraintes justement de manipulation. Et en fait, je me suis dit, quand je vais en Écosse, que je me prends des bourrasques, du vent, du sable, le poids, l'encombrement, la manière dont je dois stocker le matériel, non, c'est techniquement pas possible pour des raisons d'usage sur le terrain. Troisième question qui nous vient de Ecotac. Tu n'as jamais réfléchi au fait de bosser en argentique plutôt qu'en numérique ? Travailler en argentique, je l'ai pratiqué pendant des années. J'en ai fait quelques kilomètres de C'est vrai qu'on péloche. parle jamais de ton âge, mais finalement. Finalement, il n'y a qu'à regarder la couleur de mes cheveux. Non, mais en fait, oui, j'en ai fait beaucoup d'argentique. Mais en fait, en termes de rendu, quand je vois ce que j'arrive à sortir avec du numérique, je suis pas sûr que l'argentique serait un apport à cette intention-là. Je pense que j'ai trouvé le style d'image qui permet l'usage, en tout cas le matériel qui permet un rendu que je cherche. Quatrième question qui nous vient de Sylvain 765. Quel boîtier et optique Fuji pour débuter en paysage ? Alors, il y en a deux principalement. Moi, je privilégie les zooms pour leur polyvalence. Et sur le terrain, on a besoin de polyvalence. On n'a pas toujours la capacité d'avancer, reculer pour intégrer un premier plan. Le rapport d'échelle, de perspective, les zooms sont un apport énorme. Si on veut quelque chose qui se rapproche de la vision humaine, je dirais un 25-50. Si on veut avoir plus de perspective, qu'on a des arrière-plans un peu plus marqués, des montagnes,
l'équivalent d'un 16-24 ou un 16-30. Parce que là, tu parlais en format GFX. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être un modèle que tu recommanderais pour débuter la PSC aussi ou pour débuter en GFX? Alors là, 70 par exemple. Là, je transpose en équivalent full frame. Hein, okay. Donc un 25-50, 24-70, on va dire, un équivalent 24-70. Là, ça apporte beaucoup de polyvalence. Ou sinon, ou un 16-35. C'est vraiment deux approches complémentaires qui sont assez différentes. Hein. Quand on travaille à l'ultra grand angle, en dessous de 24 mm, l'effet de perspective n'est pas du tout celui que l'œil voit, donc ça demande un temps d'adaptation, mais ça donne des images vraiment sensiblement différentes. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu pouvais poser une question directement à Ansel Adams, ce serait quoi ? J'aurais adoré le rencontrer et de voir comment il travaillait sur le terrain, partager sa vision, qui pour moi est une vision contemplative, même si on parle de côté académique et technique. Je pense qu'avant tout, la passion de l'image était vraiment au cœur de son travail, même si c'est pour un rendu qui est noir et blanc, qui n'est pas forcément l'univers couleur que j'ai choisi, mais resituer dans le contexte, me projeter 100 ans en arrière pour voir comment il travaillait, ça, j'aurais adoré le faire. On n'est pas assez clivante cette question cette semaine. On prend une DeLorean, sinon on lui apporte la stabilisation. Ah oui. Il dit, tiens, regarde Ansel, on vient du futur. Chauffe le turfu. Essaye ça quand même. Peut-être que les 20 personnes qui t'accompagnent finalement, t'en as pas besoin. Allez, on clôture le quiz là-dessus. C'est désormais la fin de cette émission. Jean-Michel, c'était un plaisir de nouveau de te recevoir dans notre studio. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais fais-nous un rapide rappel de tes actualités. Alors l'actualité, elle est vraiment basée sur la nouvelle série Horizon, qui donne lieu à une nouvelle exposition que je vais présenter ce week-end au Festival de Nature Namur. Ensuite, le festival de Pont-Saint-Martin et point d'orgue de ce travail, ça va être la présentation au festival photo de Montier-en-Der en tant qu'invité d'honneur, où je vais pouvoir présenter très largement cette série et le nouveau livre qui est le dernier bébé, la dernière mouture de cet nouvel opus sur le paysage. Et pas n'importe où, hein, Montier-en-Der, c'est un bel espace, je crois. Alors j'ai la chance d'exposer au COSEC. Dans un espace qui va permettre de montrer une trentaine de grands tirages avec une scénographie sur laquelle on a pas mal planché. Merci Jean-Michel et à très bientôt. À très bientôt. L'année prochaine. Oui, au moins plus tard. Au moment du bras du cerf, on sait que t'es pas loin. Voilà, c'est ça. La semaine prochaine, nous recevrons la photographe Aurore Deligny pour une émission consacrée au pluriel mode manuel. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.